Hello, le groupe HAC de l'association des étudiants en sciences politiques et en relations internationales vous présente une série de plusieurs podcasts qui abordent le sujet des travailleurs et travailleuses du sexe. On a pu apercevoir à travers un sondage que l'on a réalisé et le micro-trottoir que vous avez pu voir, si vous ne l'avez pas vu, allez checker sur notre Instagram, que même si les gens se disent ouverts d'esprit, certains clichés restent gravés dans notre société. Être travailleur du sexe n'est pas un choix mais une obligation, c'est de l'argent facile, un niveau d'éducation bas, un rapport au corps mauvais, les maladies et une multitude d'autres préjugés qui nous ont été transmis. Nous avons essayé à travers nos podcasts de capturer la sincérité qui entoure ce corps de métier. Vous allez entendre une discussion avec Diana Amor, une assistante sociale, qui nous a partagé son expérience du métier. Donc pour commencer, juste se présenter, nom, prénom et travail. Ok, alors je m'appelle Diana Amor, je suis assistante sociale à la consultation, une des deux structures de SOS Femmes. Ensuite, comment t'es arrivée dans ce métier, quelles études t'as faites et qu'est-ce qui t'a intéressé au métier de travailleuse sociale? Alors, moi j'ai fait l'ECG, je suis allée à l'ECG Jean Piaget. Ensuite j'ai fait une maturité spécialisée où j'ai pu faire un stage à l'Espace Solidaire Pâquis. Ensuite, j'ai fait l'HETS où j'ai fait mon deuxième stage, parce qu'on en a deux. J'ai fait mon deuxième stage ici, à SOS Femmes à la consultation. Ensuite, j'ai été prise directement après en tant qu'assistante sociale. Et en parallèle, je fais un master à l'université en études genre. Quel est le but de l'association et comment elle fonctionne? Alors, donc la consultation, elle a vraiment une mission de réinsertion sociale et professionnelle des femmes. Donc on a deux publics cibles, les travailleuses du sexe d'un côté, et justement pour éviter toutes ces stigmatisations, de se dire bon, la femme est suivie SOS Femmes, donc c'est une travailleuse du sexe. Du coup on a aussi ouvert à d'autres femmes qui ont aussi un projet de réinsertion, de formation, d'emploi. Est-ce que c'est ouvert à toutes les femmes ou est-ce que c'est seulement ouvert à des femmes qui font un métier en particulier? Alors non, c'est ouvert à toutes les femmes, c'est un peu au cas par cas. Après, c'est très compliqué avec les femmes qui n'ont pas de permis de penser à une réinsertion. Donc c'est vrai que c'est un peu problématique. Mais non, c'est ouvert à toutes... Enfin, c'est un peu au cas par cas en fait. On regarde en colloque, on essaie d'évaluer un peu la situation, ce qu'on pourrait faire ou autre, les besoins de la femme, son projet. Et ensuite, on regarde si oui ou non on peut la prendre. Okay. Mais si c'est une travailleuse du sexe, par contre, on la prend automatiquement. Ça okay, oui. Ouais. Quelles sont les difficultés du métier d'assistante sociale? Alors, donc déjà, il y a une quantité de travail qui est très importante. Okay. Je pense dans à peu près tous les lieux où il y a des travailleurs sociaux. On a une charge psychologique aussi très importante, où il y a des entretiens, typiquement ici, des entretiens très lourds. On peut parler de violence, il y a aussi des violences conjugales malheureusement. Enfin, il y a plein de... Oui, les entretiens peuvent vraiment être très, très lourds et des fois ça peut être un peu compliqué émotionnellement. Et c'est vrai qu'on travaille quand même avec des femmes certaines parties sont dans une certaine précarité. Donc ça aussi c'est compliqué. Et je pense aussi que c'est un métier où il faut vraiment aussi avoir connaissance de nos limites. Ça, je pense qu'aussi c'est très important en tant que travailleuse sociale. Mais après, dans le contexte de la consultation, c'est vrai que le métier de travailleuse du sexe, on pourra en parler plus tard, c'est un métier qui est très stigmatisé. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose, ici, on doit en tenir compte. Et aussi, on a beaucoup de difficultés justement liées au permis de séjour. C'est très difficile pour les femmes qui n'en ont pas, et même les permis B, les permis C. Il n'y en a pas tant que ça ici qui ont des permis C, c'est plutôt des permis B. Sauf que le permis B, il est quand même un peu précaire. Et du coup, ça amène beaucoup de difficultés pour la réinsertion. Les femmes qui viennent à la consultation ont souvent un faible niveau de formation. La grande majorité alors soit on fait peut-être des études supérieures dans leur pays, il n'y en a pas beaucoup, mais même ces femmes-là, du coup, en Suisse, c'est pas pris en compte. Du coup, elles se retrouvent à travailler en tant que femme de ménage, ou en tant que nounou ou autre. Et l'expérience en tant que travailleuse du sexe, c'est pas reconnu, c'est pas
dans la société, c'est très mal vu. Donc bon, comment expliquer ça dans un CV, c'est hyper compliqué. Et aussi, souvent, les femmes ont un niveau de français très bas. Donc ça, c'est aussi une complication pour une réinsertion. Une grande majorité parle espagnol, qui viennent ici. Donc après, nous, la grande majorité, on parle espagnol, mais c'est vrai qu'après, pour qu'elles puissent trouver un emploi, faire une formation ou autre, bah, c'est vrai que ça reste un blocage. Ouais. Et quelles sont les raisons principales pour lesquelles les femmes viennent vous voir ? Alors, c'est des femmes justement qui se questionnent sur leur emploi, qui aimeraient en trouver un autre pour différentes raisons. Hein. Ça peut être des raisons de précarité, le Covid aussi a beaucoup joué là-dedans, ou des raisons des fois d'agression aussi. Il y en a certaines qui du coup décident de changer et du coup elles viennent ici. Certaines des fois viennent une fois pour poser des questions, peut-être pour faire un CV, une lettre de motivation. D'autres sont restées pendant des années et qu'on suit encore à travers les années. Donc c'est vraiment des femmes en tout cas qui ont un projet de se former, de faire autre chose. Après il y en a certaines pour différentes raisons qui continuent à exercer le travail du sexe. Soit parce que voilà, elles se sont rendues compte que c'est vrai que quand on ne parle pas français ou très peu le français, le fait qu'elles aient un bagage de formation qui est quand même faible, enfin, toutes ces choses-là font que du coup elles sont... il y a vraiment justement un blocage en fait dans leur réinsertion et ça fait que certaines du coup continuent le travail du sexe tout en pensant peut-être à... Ouais. Bon alors déjà on l'accueille dans... Alors on a les permanences prostitution le jeudi après-midi de 2h à 16h où elles peuvent venir sans rendez-vous ou sinon elles appellent, elles envoient un mail, on leur donne un rendez-vous. Avec une des travailleuses sociales, des assistantes sociales, on fait un premier rendez-vous, on essaye de voir les besoins de la personne, ce dont elle a envie, ce qu'elle aimerait faire, un peu les idées qu'elle a. Et ensuite, elle va avoir un premier rendez-vous avec son assistante sociale. Et là, c'est là où on pourra vraiment voir les besoins, les envies de la personne, mais plus loin. Et voir peut-être qu'elle a déjà une idée de formation, d'autres non, mais il y a des domaines qui leur plaisent et qu'elles aimeraient bien se diriger là-dedans. Donc après, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. On peut aussi faire des demandes de fonds pour des formations. On a aussi un partenariat avec une école pour apprendre le français. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Après, c'est vrai qu'il faut vraiment, avant toutes ces choses, il y a plein de choses qui doivent être travaillées. Déjà, certaines femmes, elles viennent avec un certain bagage. Et c'est quoi le processus quand une femme vient vous voir du moment où elle rentre en contact avec vous jusqu'au moment de la réinsertion ? Elles ont des traumatismes qui datent du passé, par exemple ? Alors, certaines, oui. D'autres, pas forcément. Après, il y en a certaines qui, oui, ont vécu des choses très difficiles, autant durant leur vie de manière générale ou durant l'exercice du travail du sexe. Et du coup, c'est vrai qu'on doit regarder tout ça. On a la chance aussi d'avoir une psychologue à l'interne. Donc, s'il y a justement ce besoin, ce soutien psychologique, on peut l'adresser. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Mais voilà, on doit vraiment regarder où elle en est maintenant. Parce que c'est vrai que pour pouvoir se réinsérer, il faut quand même être bien et pouvoir travailler toutes les problématiques qu'elles ont pu vivre. Il y a beaucoup de femmes qui ont vécu des violences étant jeunes, des violences avant le travail du sexe, des violences pendant le travail du sexe. Donc voilà, c'est des choses dont elles ont besoin peut-être de parler, d'évacuer, de partager. Et du coup, tout ça, c'est un travail à faire avant d'entamer une réinsertion. Et il y a aussi toute cette... où nous, on prône ici à la consultation. C'est vraiment tout ce qui est en fait autour de cette identité de travailleuse du sexe, qui est très lourde à porter pour certaines femmes. Autant il y a certaines femmes, mais ça reste quand même une minorité, qui le disent très facilement et il n'y a pas de... Voilà, oui, elles en parlent facilement. Et d'autres femmes, c'est beaucoup plus compliqué ou même certaines, elles disent pas
elles disent pas exactement ce qu'elles font alors que nous on sait ce qu'elles font, qu'elles sont ici pour ça. Et du coup, il faut vraiment travailler avec ça parce qu'il y a tout un stigmate par rapport au travail du sexe. Donc pour elles, c'est dur à porter. Et certaines n'ont pas confiance en elles, ou ont perdu cette confiance. Et du coup, il faut vraiment les valoriser elles, valoriser leur parcours, leurs compétences, ce qu'elles savent faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour nous avant d'envisager une réinsertion. Et prendre en compte leurs besoins en fait sur le moment, j'ai envie de dire. C'est vraiment super important en fait de comment elles se situent sur le moment et ce qu'elles ont envie de travailler sur le moment. Si c'est quelque chose de très si elles ont besoin d'avoir un temps pour tout ce qui est l'aspect psychologique, bah, du coup on va prendre ce temps. Elles ont besoin de parler, de verbaliser, bah, on va pouvoir prendre ce temps. En fait, c'est vraiment un accompagnement femme par femme. Chacune est très différente et voilà, c'est au cas par cas. Et selon leurs besoins, on va essayer d'être là en fait et d'encadrer ça. Ensuite, je voulais savoir si ça allait plutôt être un accompagnement sur le court terme ou sur le long terme. Alors ça dépend les femmes. Autant il y en a certaines qui vont venir à un rendez-vous. Et voilà, poser quelques questions, qu'est-ce qui peut être fait ou pas. Peut-être faire un CV éventuellement, une lettre de motivation, et qui ne vont pas forcément revenir, ou qui vont revenir des années après. Et il y en a certaines, ça fait des années qu'elles viennent. D'autres, elles sont venues pendant un long moment, elles ont arrêté et elles sont revenues. Voilà, c'est un peu différent selon les femmes. En tout cas, elles savent que la porte est ouverte et du coup qu'elles sont les bienvenues. Ensuite, est-ce que l'association SOS Femmes, elle travaille en collaboration avec, par exemple, des écoles, l'État ou bien les hôpitaux, ou est-ce que vous travaillez vraiment toute seule? Non, on travaille en collaboration. C'est très important de pouvoir compter les uns sur les autres, que ce soit des associations ou autres. Donc, bien évidemment, on travaille avec les associations du réseau femmes. Donc, tout ce qui est Aspasie, j'imagine que tu connais, avec F-Info, F-Formation, aussi le GIV, OAF. Donc là, on a un lien très particulier vu qu'on fait toute partie du réseau femmes. C'est assez facile de se contacter, de pouvoir faire des demandes, poser des questions s'il y a besoin. Donc il y a déjà ça. Le réseau femmes, on est vraiment très liés. On a plusieurs projets ensemble d'ailleurs. Sinon, il y a aussi l'Hospice Général, où certaines de nos femmes sont à l'Hospice Général, où il y a peut-être un moment dans leur parcours où il faut qu'elles y aillent. Parce que pour faire la transition, certaines ont besoin d'un certain temps et il faut qu'elles puissent accéder à une aide financière. Donc on a des liens avec les assistants sociaux et les assistantes sociales de l'Hospice Général. Il y a aussi des fois le SPMI, le service de protection des mineurs, qui est, certaines femmes ont des liens aussi avec le SPMI. Et nous, on a des liens avec les collaborateurs et collaboratrices du SPMI. Après, il y a d'autres lieux, mais en majorité, oui, c'est vraiment le réseau femmes sur lesquels on peut vraiment compter et on reste en contact vraiment très, très régulièrement. Et ensuite, ma dernière question, c'est l'impact de la pandémie. Donc déjà sur votre travail à vous en tant qu'assistante sociale et ensuite sur le travail des travailleuses du sexe, s'il y en a eu plus ou moins qui sont venues vous voir à la consultation. Alors, la pandémie, c'est très complexe. Bon, déjà pour nous, le fait de passer en télétravail, c'était vraiment quelque chose de nouveau parce qu'à la base, on fait pas du tout de télétravail. Donc, ça a été très compliqué de garder le lien avec les femmes parce que du coup, on pouvait pas les voir physiquement, on était toutes à la maison. Donc on gardait le lien par téléphone, certaines avec Zoom ou Skype si elles y arrivaient. Mais c'est là aussi où on a vu qu'il y avait vraiment, pour certaines femmes, où c'était compliqué en fait cet accès au numérique, à l'informatique. Certaines femmes ne savent pas, enfin moi typiquement, des fois quand j'envoyais des liens Zoom, c'est hyper compliqué qu'elles puissent cliquer sur le lien, qu'elles puissent activer la caméra, c'était très compliqué, ça a pris du temps. Donc il y avait tout ça. Après, ça a créé une précarité énorme
très 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 importante. Parce que du coup, bien évidemment, il y a eu l'arrêt du travail du sexe durant plusieurs mois. Enfin, ça a été coupé à plusieurs reprises, mais durant l'année 2020, ça a été coupé durant de nombreux mois. Ouais. Donc, c'est vrai que comme elles sont indépendantes officiellement, elles ne sont pas employées, pas salariées, elles ont été financièrement précarisées. Donc, on a dû faire énormément de demandes de fonds à des fondations pour qu'ils nous accordent des aides pour elles, pour payer leur loyer ou autre. On a fait aussi des demandes auprès de l'assurance perte de gain. Mais c'est vrai que de manière générale, elles ont été impactées de plein fouet et je trouve qu'aussi oubliées par l'État, par les mesures qui ont été prises. Donc elles avaient plus de ressources financières. Il y a beaucoup de femmes aussi qui envoient de l'argent dans leur pays pour leur famille. Et ça, c'est une autre problématique parce que, sachant que la pandémie, elle a touché le monde entier, du coup, ces familles-là, ces personnes-là ont été précarisées, mais voire peut-être plus selon d'où elles viennent que nous en Suisse. Parce que nous, selon quoi, il y a eu des aides derrière, mais dans certains pays, il n'y a pas eu d'aide. Ça s'est arrêté. Et du coup, pour ces femmes, ça a été hyper compliqué parce qu'elles devaient ici payer leur loyer, leur assurance, etc. Mais elles ne pouvaient plus envoyer à leur famille. Donc déjà, il y avait ça, où elles avaient ce sentiment de ne plus pouvoir aider. Mais aussi, les familles ne sont pas forcément au courant de ce qu'elles font. Autant il y a certaines femmes qui le disent, il y en a d'autres, elles ne le disent pas. Donc comment expliquer aussi aux familles pourquoi elles n'envoient plus d'argent, sachant qu'elles vivent en Suisse. Et bon, il y a toute cette idée de ce qu'est la Suisse, un pays riche, etc. Bon, bref. Et donc voilà, pour elles, ça a été aussi compliqué de devoir expliquer en fait ce qu'elles font, devoir expliquer pourquoi elles n'envoient plus d'argent. Et donc ça, c'était aussi une autre problématique. Donc nous, après, ici, à la consulte, il y a vraiment eu une ouverture à d'autres femmes. Souvent des femmes qui sont dans l'économie domestique, alors que ce n'est pas forcément notre public à la base. Où on a dû aussi faire des aides. Alors heureusement, on a quand même été aidés financièrement. On a reçu certains budgets pour pouvoir aider toutes ces personnes. Donc oui, voilà, on a pu aider certaines femmes, même certains hommes qui sont dans l'économie domestique. Et ça a vraiment mis en lumière la précarité en fait qu'il y a à Genève et toutes les personnes qui sont sans statut, qui travaillent en tant que nounou, 2 heures par-ci, 3 heures par-là, en tant que femme de ménage, en tant que barbeur pour certains hommes, mais vraiment à droite à gauche, qui ont des petites heures, qui ont été complètement précarisées en fait avec le Covid, où certaines personnes ont dit non, là il y a le Covid, je suis à la maison. Et du coup, ces personnes se sont retrouvées sans aucune heure de travail, sans aucun droit derrière, parce qu'ils n'ont pas de statut, ils n'ont pas de contrat, ils sont payés en cash. Enfin, c'est vraiment, ils ont été dans une précarité extrême. Pourtant, le loyer, il faut quand même le payer. Il faut envoyer aussi de l'argent à la famille. Donc ça nous a aussi... on a été aussi touchés à ce niveau-là. Mais après, pour nous, ce qu'on a vraiment essayé de faire, c'est de maintenir la situation comme on pouvait, en fait. Vraiment plus avoir un rôle moral ou de soutien pour les femmes. Parce qu'en fait, on ne pouvait plus vraiment penser à une certaine réinsertion au vu de la pandémie du Covid ou de se former ou autre. Du coup, c'était vraiment essayer de soutenir, de maintenir en fait en surface, on pouvait. Et c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire durant des mois, ce qui a été très très compliqué. Mais en tout cas, voilà, on a essayé de faire ça. Après, est-ce qu'il y a plus de travail du sexe? Pour répondre à ta question, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais il y a aussi beaucoup de femmes. En fait, le fait qu'elles aient été pendant autant de mois sans travailler, elles ont un peu eu peut-être cette réflexion de se dire ok, là c'est peut-être le moment d'arrêter. Et donc oui, il y a eu plein de femmes qui du coup ont voulu arrêter et qui sont venues. Mais oui, il y a vraiment eu certaines femmes qui se sont dit ok, là c'est peut-être le moment d'arrêter. Après, est-ce que c'est parce que du coup on a compris que la pandémie allait rester un moment là et du coup ça allait y avoir des coupures en fait
très souvent durant des années, ou elles se sont dit non, en fait, je veux plus faire ce métier, je veux faire autre chose, et c'est là le moment de faire autre chose. Nous voilà déjà à la fin de ce podcast. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Merci de nous avoir écoutés. Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez aller sur notre Instagram groupeact.aesprit.